François Bayrou, nouveau Premier ministre, ok. Nous savons désormais qui. Passons maintenant au quoi et avec qui. Quel projet, quel budget, quelle coalition, quel gouvernement et surtout, que feront les parlementaires? Parlons-en avec deux députés du Rhône qui ne sont pas du même bord mais qui vont devoir s'entendre. Sandrine Runel du Parti Socialiste et Blandine Brocard, élue MoDem. Nous consacrerons aussi une partie de notre émission à la ZFE, cette zone faible émission qui va empêcher les véhicules critère 3 de rouler et stationner dans la métropole lyonnaise à partir du 1er janvier. Bienvenue dans Dimanche en politique. Mesdames, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation. Alors je le disais, François Bayrou, président du MoDem à Matignon, c'est le 6e Premier ministre d'Emmanuel Macron dont il est un fidèle partisan. Blandine Brocard, MoDem, je l'ai dit, j'imagine que vous êtes satisfaite. Oui, satisfaite, j'allais dire moins parce que c'est François Bayrou qui représente ma couleur politique, mais parce que je suis convaincue et je le souhaite, encore une fois, non pas pour moi, mais pour tous les Français, qu'il arrive à nous faire avancer. Il a toujours été dans ce positionnement de dépasser les partis et surtout les clivages partisans. Donc ouais, je pense qu'il peut réussir et surtout je nous le souhaite. Oui, il avait soutenu Ségolène Royal et François Hollande contre Nicolas Sarkozy. On voit, il n'est pas attitré un camp à droite en tout cas. Sandrine Runel, ce n'est pas le Premier ministre de gauche espéré. Que dire ? Non, nous avions demandé depuis le 7 juillet, c'est la même demande, un Premier ministre de gauche. Le président de la République a nommé François Bayrou. On ne peut pas dire qu'on se sent écouté ni entendu. Donc, bien évidemment, cela ne nous satisfait pas. On en prend acte et le Parti socialiste a fait donc quelques demandes et a écrit immédiatement au nouveau Premier ministre pour lui faire part, bien évidemment, de nos demandes et de nos exigences aussi en matière notamment de politique. On va voir les mains tendues. Alors, les écologistes, Marine Tondelier, parlent d'une mauvaise nouvelle. Emmanuel Bompard de la France Insoumise, lui, d'un bras d'honneur à la démocratie. Et LFI va d'ailleurs censurer d'emblée ce nouveau Premier ministre et le futur gouvernement qu'il va nommer. Le RN, lui, attend de voir. Et vous ? Alors nous, mais comme les écologistes et les communistes, nous avons dit qu'il n'y aurait pas de censure a priori. Nous attendons, donc nous avons pris acte de la nomination de François Bayrou comme Premier ministre. C'est évidemment pas notre demande. Nous, ce que nous reprochons, mais plus au président de la République, encore une fois, qu'à François Bayrou, c'est ce déni de démocratie, puisque ça fait deux fois en moins de 5 mois qu'il ne nomme pas un Premier ministre de gauche, alors que c'est quand même le sens du résultat des élections du juillet dernier. Donc nous, par contre, ce que nous disons, c'est que nous attendons la composition d'un gouvernement et puis nous attendons aussi son discours de politique générale, puisque, encore une fois, nous avons formulé des demandes au Premier ministre. On parle donc de cet accord de non-censure. Je voudrais qu'on écoute Manuel Bompard donc de la France Insoumise à ce propos. Qu'est-ce qu'il pense Un accord de non-censure, ça n'existe pas. Soit c'est un accord de coalition, c'est-à-dire que vous participez d'une coalition politique avec un programme de coalition. Et ensuite, il y a un gouvernement qui est constitué pour porter le programme de cette coalition. Et je dis que si mes partenaires du nouveau Front populaire vont participer à une grande coalition avec la droite et les macronistes, ça se fera au prix du reniement vis-à-vis des engagements que nous avons pris devant les électrices et les électeurs. Et ça sera un problème. Soit il n'y a pas de coalition et dans ce cas-là, l'ensemble du nouveau Front populaire sera effectivement uni pour combattre la politique d'un gouvernement qui serait un gouvernement dirigé par les macronistes ou par la droite et qui mettrait peu ou prou en place la même politique que celle qu'a mis en place M. Barnier. Et dans ce cas-là, je vous dis que les mêmes causes produiront les mêmes effets, c'est-à-dire que ce gouvernement tombera. Blandine Brocard, les mêmes causes vont causer les mêmes effets. Vous pensez que François Bayrou aura la même politique que Michel Barnier ? Non, alors moi je trouve ça très regrettable de poser une censure a priori. Et voilà, je suis heureuse d'entendre qu'entre autres le Parti socialiste n'est pas dans cette démarche, parce que si
d'emblée, avant même que le Premier ministre donne une ligne directrice, et surtout, et je pense et j'espère que c'est ce que va faire François Bayrou, consulte très largement. On dit bah non, c'est sans nous. En tout cas, c'est pas du tout ma vision des choses, et c'est pas non plus ce qu'ont voulu les Français. Je rejoins ce que vous avez dit tout à l'heure. Enfin, je rebondis plutôt parce que je ne rejoins pas. En juillet, ils nous ont donné je vais dire, un paysage politique très clair, tout à fait inattendu, une assemblée tripartite avec pas de gagnant. Et c'est maintenant, débrouillez-vous et inventez une nouvelle méthode. Et c'est vrai que notre 5e République a pas du tout l'habitude. Alors c'est pour l'instant un peu cain, mais j'espère vraiment qu'on va pouvoir avancer, et sûrement pas avec une censure a priori. Le gouvernement va prendre quelques jours à être mis en place. On va écouter un autre élu de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Je continue à avoir l'espoir qu'il n'ait pas la bêtise d'aller au bout de cette démarche, qu'il n'entre pas au gouvernement, qu'il ne détruise pas le front que nous avons constitué. Ce serait une bêtise, Sandrine Brunel, qu'un élu socialiste fasse partie d'un gouvernement emmené par François Bayrou? Alors, ce ne serait pas une bêtise. Enfin, moi, je n'emploierais pas ce mot-là. En fait, ce serait un non-sens. On a demandé à un Premier ministre de gauche. C'est insensé, un socle républicain, démocrate, une social-démocratie. En fait, ce qu'on a demandé, c'est très clair. On a demandé un Premier ministre de gauche. Nous ne l'avons pas eu. Nous avons demandé, et on nous avait promis un changement de méthode. Nous ne l'avons pas eu. Donc maintenant, nous attendons effectivement quand même d'avoir des éléments de constitution du gouvernement aussi, ce qui sera quand même un élément assez déterminant, parce que même gouvernement, même cause, mêmes effets, même censure. Donc, ce que nous attendons, en fait, c'est d'avoir aussi des éléments de ce que mettra en place le nouveau Premier ministre. Ce qui est certain, par contre, c'est que nous ne participerons pas à un gouvernement avec François Bayrou comme Premier ministre. Ça, c'est certain, il n'y aura aucun socialiste dans ce gouvernement-là. Pardon, je trouve ça vraiment dommage, parce que juste pour, j'allais dire, une personne politique, vous vous empêchez justement aussi de faire avancer un certain nombre de vos idées. Qu'est-ce qui vous permet de dire que François Bayrou ne sera pas à même très rapidement de réunir entre autres le Parti socialiste et de demander justement au PS qu'est-ce que vous attendez et pourquoi le Premier ministre ne serait pas... Il n'a pas besoin de le faire parce que nous lui avons écrit, nous lui avons demandé, nous. Et quelles sont nos demandes. Et donc, qu'est-ce qui ne vous... Enfin, pourquoi vous dites dès aujourd'hui, mais François Bayrou ne sera pas capable d'avancer sur un certain nombre de nos sujets, et de ce fait, pour les faire avancer, quoi de mieux aussi que d'être au sein du gouvernement, encore une fois, pour faire avancer votre politique. C'est parce que nous défendons. Nous défendons un parlementarisme, c'est vraiment ce en quoi nous croyons. Et donc, en fait, ce que nous disons, c'est que maintenant, le pouvoir est au Parlement. Et donc, c'est ce qu'on propose dans cet accord de non-censure. En fait, c'est texte par texte. Pas de 49.3 versus par motion exactement, d'avancer texte par texte à l'Assemblée nationale comme au Sénat par ailleurs. Mais nous, évidemment, ne participerons pas à ce gouvernement. Nous ne nous retrouverons pas au sein d'un même gouvernement avec des ministres comme Retailleau ou d'Aragon, comme c'était le cas précédemment. Pour finir sur votre positionnement par rapport à l'extrême gauche, je vous propose d'écouter Gabriel Attal le jour, vous étiez sans doute toutes les deux présentes, le jour de la motion de censure, la semaine dernière. La gauche républicaine, la gauche de gouvernement, celle qui a eu l'honneur de donner par 2 fois un président à la France, que cette gauche-là se ressaisisse et se mette avec nous autour de la table, enfin, pour agir vraiment pour les Français. Chers collègues socialistes, au début de cette séance, M. Mélenchon était dans les tribunes pour assister à nos débats. Il a écouté religieusement l'orateur de la France Insoumise. Il a écouté religieusement Madame Le Pen. Il s'est levé et est parti au moment où Boris Vallaud a pris la parole. Il la respecte plus que vous. Qu'est-ce que vous faites encore avec eux ? Qu'est-ce que vous lui répondez? Qu'est-ce que vous faites encore avec eux? Alors moi, ce que je lui réponds, en fait, c'est que oui,
Le Parti socialiste, nous sommes un parti de gouvernement, nous sommes une gauche de gouvernement, mais nous ne sommes pas la gauche de tous les gouvernements. Donc nous n'irons pas nous compromettre dans n'importe quel... La France insoumise qu'un MoDem, qu'un centre-gauche. Nous avons aujourd'hui une alliance assez large qui va du nouveau Front populaire, donc des écologistes aux communistes et aux insoumis. Nous avons un programme sur lequel nous avons été élus en juillet et aujourd'hui nous nous y tenons. Moi je rappelle aussi quand même que depuis 7 ans, ce qu'on combat au Parti socialiste, c'est la casse sociale qu'a mis en place le président de la République et l'ensemble des députés ou des gouvernements macronistes qui se sont succédés. Donc les leçons de Gabriel Attal, je lui renvoie et je lui dis quand même aussi de regarder ce qui a été fait. Mais nous combattons la réforme des retraites qui est combattue par quand même l'ensemble des Français. Plus de 80% des Français condamnent cette réforme. On était dans la rue avec eux et je n'ai pas vu Gabriel Attal dans la rue avec moi à ce moment-là. Alors maintenant, parlons de comment, on l'a un petit peu évoqué. Les sondages font part un peu du ras-le-bol des Français, entre les motions de censure, ce psychodrame du choix de qui, Vous le disiez, sans doute les élections ont dit travailler ensemble maintenant. Il y a 3 grands groupes. Alors le Front populaire est arrivé en tête. Il y a c'est une espèce de tripartite de l'Assemblée entre un bloc central, le RN et le nouveau Front populaire. On va écouter brièvement ce que vous disiez le jour des élections en juillet 2024. Les emmerdes comment ? C'est ça. Les Français nous disent, attendez, proposez-nous autre chose et surtout une autre manière de faire. Imaginez des coalitions de projets à l'allemande, mettez vos étiquettes de projets de côté et puis voilà, qu'est-ce que vous nous proposez et sur quoi vous êtes capable de vous mettre d'accord et d'avancer ensemble. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ce gouvernement de Michel Barnier ? Pourquoi vous n'avez pas été capable d'avancer ensemble avec texte ? Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un paysage parlementaire complètement inédit sous la Ve République. Donc en 3 mois, on n'arrive pas à changer notre manière de faire qui perdurait depuis des décennies, on peut quand même le comprendre. Mais alors, tout à l'heure, vous évoquiez les 7 ans passés. Moi, aujourd'hui, c'est pas vers le passé que je me tourne. C'est vraiment, justement, vers l'avenir. Et qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour que ça fonctionne ? Tout est à inventer. Encore une fois, avec ces 3 blocs, comment on marche, quoi ? Comment on marche ici ? Aujourd'hui, c'est le Parlement qui finalement a le pouvoir de faire des faits. C'est ce que nous revendiquons par ailleurs. Mais absolument. Et je suis persuadée. Alors, et d'ailleurs, on l'a vu. Alors il y a nos grands débats très médiatisés où c'est très houleux, où c'est frontal, mais on a quand même aussi un certain nombre de textes sur lesquels on arrive à avancer ensemble. J'ai souvenir, c'était la veille de la censure justement, d'un texte pour rembourser les fauteuils roulants. Eh bien ça, ce sont des très beaux moments de Parlement et je suis persuadée qu'on peut, sur un certain nombre de sujets, avancer ensemble. Les textes de loi transpartisanes existent, ils sont nombreux, mais sur l'agriculture, la fin de vie, il y a plein de thèmes sur lesquels vous pouvez vous retrouver. Raphaël Glucksmann, il a l'air plus ouvert. Il dit on ne fera pas de grandes transformations, mais on peut arracher des progrès. Ça veut dire que là, on n'est plus sur... le programme, rien. Vous parliez encore tout à l'heure, il y a 5 minutes, du programme du NFP, mais là, visiblement, il ne faut plus dire tout le programme, rien que le programme. Ce sera déjà justement... des éléments, justement, en fait, et c'est ce que nous avons mis en avant, et notamment dans le courrier que nous avons adressé au nouveau Premier ministre, mais aussi dans ce que nous avons défendu à l'Assemblée nationale pendant 3 mois. Et donc, nous, pendant 3 mois, nous avons déposé amendement par amendement pour améliorer le budget qui nous avait été présenté, un budget qui était très austère, un budget qui était très difficile, un budget de la sécurité sociale qui était porté dans ces mêmes conditions avec le déremboursement des médicaments. Et donc, ce que nous avons dit, c'est nous devons améliorer et allons chercher l'argent où il est, là où il y en a, et nous en avons besoin pour justement aider les plus vulnérables. Et donc, ce qu'on dit, et nous, c'est ça ce changement de méthode, c'est ça le parlementarisme que nous revendiquons, c'est allons-y texte par texte, nous trouverons bien évidemment des compromis. Et l'exemple, effectivement, du remboursement intégral des fauteuils roulants porté par un écologiste a été adopté à l'unanimité, comme la loi qu'a porté un de mes collègues socialistes sur la
question de la régulation des meublés touristiques. Ce qui veut dire ce qui est possible de au la Parlement. même chose, il y a des adoptions à l'unanimité. Ce qui est possible au Parlement ne l'est pas au sein d'un gouvernement. Ça veut dire que vous pouvez être d'accord sur des textes proposés par un gouvernement centriste, mais pour autant, vous ne voulez pas participer à un gouvernement. Alors, c'est pas proposé par un gouvernement. Là, aujourd'hui, ce sont les députés qui sont au travail, et donc ce sont les députés qui amènent des textes. Et nous sommes là aussi, notamment sur la question des budgets, parce que c'est ce qui va se représenter là tout de suite au mois de janvier, à la fois le budget de l'État, mais aussi le budget de la sécurité sociale. Une fois que nous aurons adopté la loi spéciale, et la loi spéciale, encore une fois, demain, nous allons nous réunir et l'adopter, je pense, à la quasi-unanimité, parce que nous avons tous, en tout cas, en responsabilité, cette volonté de faire avancer et continuer à faire fonctionner les services publics. Mais encore une fois, nous, ce que nous proposons, c'est de trouver des compromis texte par texte, mais nous avons quand même aussi nos totems sur lesquels nous avons besoin d'avoir des garanties. Vous pensez que François Bayrou aura cette orthodoxie budgétaire, d'être un peu plus proche de vos aspirations? Les collectivités locales, surtout, je l'espère. Oui, mais regardez, ça date pas d'aujourd'hui. Le MoDem a, par exemple, lors des textes budgétaires, toujours porté la taxation des superdividendes. Donc, il y a un certain nombre de points sur lesquels on peut vraiment avancer. Et moi, je porte ça. Mais moi, je serais ravie d'entendre le Premier ministre annoncer dans son discours de politique générale que, évidemment, il est favorable, comme nous l'avons défendu, à la taxation des superprofits, des superdividendes, et peut-être à même l'instauration de la taxe Zuckman que nous avons portée au sein du NFP, oui. Est-ce que voter des textes proposés par le gouvernement vous met un peu en porte-à-faux par rapport à la France insoumise? Est-ce que vous ne sentez pas un peu une pression sur votre flanc gauche? Ah non, aucune pression. Aujourd'hui, nous savons où nous allons. Ce que nous avons comme objectif aussi, c'est bien évidemment de changer la vie des Français et surtout de l'améliorer. Donc, nous savons pourquoi nous avons été élus. Et donc, ce que nous avons demandé, et qui est noir sur blanc, en fait, il n'y a pas de sous-entendu, il n'y a pas de compromission. Bien au contraire, nous attendons par contre maintenant un changement de méthode et nous attendons en fait des garanties à la fois démocratiques, mais aussi programmatiques sur les orientations que prendra le Premier ministre. François Bayrou est l'homme de la situation? Je le souhaite, et je le souhaite surtout pour les Français et pour la France. Okay. Pour en revenir à Jean-Luc Mélenchon, Pierre Jouvet, qui est un député européen de la Drôme, l'artisan de la NUPES, donc on ne peut pas dire qu'il soit vraiment pour la division de la gauche, dit de Jean-Luc Mélenchon, il n'y a pas un homme qui a raison contre les autres. Et Julien Drey, lui qui a été ami de Jean-Luc Mélenchon, dit qu'il est un obstacle à la réussite de la gauche. Est-ce que c'est le moment pour vous de vous affranchir et de voir et de voter pour un centre de gouvernement qui avance texte par texte? Pas besoin de m'affranchir de Jean-Luc Mélenchon. Moi, je ne suis pas dans son parti. Donc, je ne suis pas là pour commenter les déclarations de Jean-Luc Mélenchon. Et d'ailleurs, plus personne au Parti socialiste ne fait ça. Nous avons notre ligne politique et un président de groupe qui l'a rappelé, qui a été assez clair aussi, encore une fois, sur ses exigences, bien sûr, Boris Vallaud, par rapport au Premier ministre. Et nous tournons aujourd'hui vers ce qui nous semble être le plus important, c'est-à-dire, en fait, les Français, vers les besoins qu'ils ont exprimés et vers les services publics dont ils ont besoin. Et donc nous, notre priorité aujourd'hui, c'est redonner du souffle à l'hôpital, c'est l'école, c'est les services publics. Donc en fait, moi, les petites phrases ou les petites déclarations de Jean-Luc Mélenchon ne m'intéressent pas et d'ailleurs n'intéressent plus beaucoup non plus de députés de la France insoumise. Est-ce que vous voudriez que finalement cette motion de censure a eu cet effet bénéfique de dire bon, maintenant il faut vraiment sérieusement travailler ensemble? Pourquoi pas? Si on y arrive malgré cette motion de censure, moi, je serais très satisfaite. Si, justement, on redonne vraiment toute sa place et toute sa force au Parlement et que les parlementaires et les députés en particulier peuvent arriver à avancer ensemble, ne pas être d'accord sur tout. Surtout, ne soyons pas d'accord sur tout. Le débat démocratique et la vitalité de notre démocratie, vraiment, c'est au sein de notre Assemblée qu'on l'éprouve. Mais allez, vas-y, on prend ça. T'es d'accord? Non. Alors sur quoi je recule? C'est ça, pour moi, vraiment, le débat démocratique et notre Parlement. Et oui, moi, je suis persuadé qu'on va y arriver. Un peu dans la douleur, c'est évidemment un accouchement au forceps, mais il y a beaucoup de bonne volonté, un peu partout. Donc, mettons-nous autour de la table. Ouais. Vous êtes d'accord avec ça?
La censure n'a pas été votée par les socialistes de gaieté de cœur. On ne s'est pas levé un matin en se disant tiens, si on faisait tomber le gouvernement de Michel Barnier. Michel Barnier, de par sa stratégie, en fait, nous a poussé. Nous n'avions pas d'autre choix, du fait notamment en fait de ses compromissions avec le Rassemblement national, de ses mains tendues vers le Rassemblement national et du dos tourné à la gauche dans son entièreté, que nous avons décidé en responsabilité de voter cette motion de censure et donc de faire tomber le gouvernement de Michel Barnier. Aujourd'hui, ce que nous demandons au nouveau Premier ministre, c'est justement de ne pas se tourner vers le Rassemblement national. Et quand j'entendais tout à l'heure dire il y a 3 blocs à l'Assemblée nationale, moi je ne souhaite pas travailler avec ces 3 blocs, bien évidemment. Non, mais arithmétiquement parlant, avec le Rassemblement national et évidemment encore moins avec un Premier ministre qui irait leur tendre la main. Le message est passé. Passons maintenant à un autre chapitre de cette émission, plus local. Nous allons avec la ZFE, la zone à faible émission. Alors, petit rappel pour nos téléspectateurs, il s'agit d'une loi, la loi d'orientation des mobilités. Donc, ce n'est pas une loi métropolitaine. Ce n'est vraiment pas que Lyon. Ça touche Paris, Grenoble, Strasbourg, Aix-Marseille, Provence, Montpellier. C'est une loi européenne qui a été retranscrite en droit français et qui donc oblige les métropoles où la qualité de l'air est mauvaise à faire ces zones. Il s'agit donc d'une zone dans laquelle les véhicules polluants ne peuvent plus rouler. On va voir la carte tout de suite. On va voir le périmètre. À partir du 1er janvier 2025, on passe à un autre palier avec les vignettes critères 3. Donc, on le voit, c'est tout ce qui est en bleu, plus les voies M6, M7, le périphérique Nord-Lyon et le périphérique Bonnevet. Avant d'en parler, je vous propose un petit rappel en images. Nous avions diffusé ce reportage au moment où les villes, elles, de Marseille et Strasbourg avaient obtenu un sursis, un report dans l'application. Regardez. Pas d'amélioration suffisante de la qualité de l'air, pas d'assouplissement à Lyon. Si la pollution ne baisse pas, c'est peut-être, parce qu'il y a un engorgement terrible, parce que tout est fait pour que les gens ne circulent plus et ne puissent plus se garer. Et ça génère de la pollution. C'est peut-être aussi à cause de ça que ça ne baisse pas d'une façon efficace. Comme à Paris, les véhicules classés critère 3 seront bien interdits dans la zone à faible émission de la métropole en 2025. Cela concerne les diesels fabriqués entre 2006 et 2010 et les véhicules essence immatriculés pour la première fois de 1997 à 2005. Pour les associations d'automobilistes, la mesure risque d'amorcer davantage la bombe sociale. On aura toujours besoin de la voiture. Faisons en sorte qu'elle soit la moins polluante possible, mais n'éliminons pas 1,5 million de personnes qui ont besoin de circuler à Lyon et à Paris. C'est pas possible. Dans la métropole lyonnaise, pas moins de 134 000 voitures et utilitaires légers disposent d'une vignette critère 3, soit près de 20% du parc automobile local. L'entrée en vigueur des nouvelles interdictions de circulation est pour l'heure prévue au 1er janvier prochain et la mise en service des radars spécialisés, de nouveau repoussée à début 2026. Alors, petite précision, la métropole prévoit plutôt 11% du parc immobilier, puisqu'avec le renouvellement naturel des voitures, ça serait plutôt un peu moins de 50 000 voitures. On y va ? Malgré les freins, malgré les automobilistes qui n'ont pas forcément les moyens ou le temps de changer de voiture. Alors, vous l'avez rappelé, c'est aujourd'hui en fait une loi de santé publique et une obligation avec des paliers et avec déjà une interdiction des critères 5, des critères 4 et donc à partir du 1er janvier, donc très prochainement des critères 3 et puis avec aussi une progression puisque l'interdiction du diesel est prévue dans la métropole de Lyon en 2028. Aujourd'hui, ce qui est nécessaire de faire, c'est bien évidemment de ne pas reculer sur la ZFE, mais par contre de mieux accompagner et de prendre en charge le renouvellement des voitures. Et à côté de ça, il n'y a pas que les voitures dans la vie des Lyonnaises et des Lyonnais, mais il y a bien évidemment d'autres types de mobilité. Et donc, ce qui veut dire un petit peu de temps pour accompagner nos concitoyens à pouvoir changer, à prendre les transports en commun, à changer aussi de véhicules, à pouvoir utiliser leur vélo, à pouvoir utiliser d'autres modes de transport. Et donc, il y a un temps nécessaire d'adaptation. Et nous, ce que nous demandons, c'est bien évidemment l'application au 1er janvier 2025. Mais en ce qui concernant les contrôles et notamment la mise en place des radars, une période d'adaptation, une période transitoire qui laissera le temps à chacun de s'habituer à ces nouvelles restrictions. Oui, entre le mois de janvier et d'août, ce sont 5800 contraventions qui ont été dressées pour, alors souvent faute de vignettes à poser sur le pare-brise. Blandine Brocard, vous êtes élue du nord de la métropole. Que disent vos concitoyens? Ça grogne. Vous raisonnez en lyonnaise quand, par exemple, vous parlez du vélo. Moi, ce que j'ai comme remontée,
depuis un certain temps maintenant, c'est par exemple la femme de ménage qui va faire des ménages et à Collonges-Mont-d'Or et à Fontaine et à Caluire qui est dans la ZFE. Et au 1er janvier, elle perd la moitié de ses contrats parce qu'elle ne peut plus aller à Caluire. Donc comment on fait? Enfin, et j'ai envie de vous le dire comment on fait, parce que c'est vous les parlementaires. Oui. Si aujourd'hui il peut y avoir un changement, alors non, il serait dans votre main. Il y a des dérogations qui sont possibles justement, mais au niveau métropolitain. La loi, pour le coup, a dressé, et vous l'avez dit, on a transcrit effectivement une directive européenne, mais maintenant, charge aux métropoles, et en particulier à Paris et à Lyon, parce que les autres, en fait, sont, j'allais dire, des bons élèves. Notre qualité de l'air, elle n'est pas bonne. Pardon ? Nous, notre qualité de l'air n'est pas bonne. Exactement. Voilà. Par exemple, à Rouen, Strasbourg, Marseille, ils ne sont plus obligés d'appliquer strictement. Mais aujourd'hui, c'est à notre métropole de mettre en place les dérogations et de laisser le temps. Et puis c'est toujours la même chose. C'est ceux qui ont le plus besoin de leur voiture, les travailleurs, les revenus les plus les artisans. Il y a des dérogations pour les artisans. Oui, mais les aides à domicile. Enfin, voilà. Ou je pense par exemple au petit papy qui doit se rendre à un rendez-vous médical. Et est-ce qu'il va s'amuser à remplir petit rouleur sur Internet? Moi, j'y crois pas à ça. J'y crois pas. C'est vraiment. Petit rouleur, ça vous donne droit à venir une fois par semaine, enfin 52 trajets à Lyon. C'est ça. Finalement, donc la meilleure solution. Il nous reste qu'une minute. Il y a un certain nombre d'aides qui ont été mises en place aujourd'hui par la métropole de Lyon. Donc il y a des dérogations aussi qui sont possibles. Et puis il y a l'agence des mobilités qui permet justement d'accompagner les personnes les plus en difficulté, les personnes, on va dire, plus éloignées de la dématérialisation sur justement la demande de ces dérogations, la demande d'un statut bien particulier. Mais nous, encore une fois, ce que nous demandons et ce que nous avons prôné à la métropole, moi j'étais encore élue métropolitaine il n'y a pas si longtemps que ça, c'est en fait de la souplesse dans cette mise en œuvre. Mais encore une fois, on est quand même sur une politique de santé publique. On constate plus de 40 000 décès liés à la pollution de l'air par an. Donc on doit agir. En fait, on ne peut pas reculer, mais on doit accompagner. Et c'est comment on arrive à faire les deux en même temps. Il nous reste 20 secondes. Aujourd'hui, personne n'est contre faire attention à la qualité de l'air. Tout le monde vraiment a conscience de ça, mais il ne faut pas enquiquiner les Français. Non, qui n'ont pas les Français. Ce sera donc le mot de la fin. Merci, mesdames, d'avoir été avec nous en plateau. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à préparer cette émission et à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un très bon dimanche.